J'espère que vous allez bien ainsi que vos familles. Heureuse d'être parmi vous, même si c'est en virtuel, en attendant, Inch'Allah, qu'on puisse se retrouver très prochainement directement lors des journées du printemps, Inch'Allah, espérons. Alors, pour ma part, je vais vous parler des syncopes. Qu'est-ce qu'une syncope? C'est une perte de conscience transitoire qui a comme mécanisme physiopathologique, donc pour toutes les syncopes, c'est le même mécanisme, c'est une hypoperfusion cérébrale globale. Donc, elle est caractérisée par une survenue brusque, une durée courte et une récupération complète et spontanée. Trois éléments sont importants. C'est une perte de connaissance, il y a des anomalies du contrôle moteur et il y a une amnésie de l'épisode. Alors, pour ce qui est de l'épidémiologie, c'est un problème qui est assez fréquent. À 85%, tous les adultes de 85% auront fait à un moment de leur vie une syncope. Alors, c'est quand même assez fréquent. Et double pic de fréquence, adolescents, adultes, jeunes pour les syncopes réflexes. Et pour les sujets âgés, un deuxième pic, là aussi, de causes cardiaques où les causes cardiaques prédominent. Alors, petite diapo pour la physiopathe et les étiologies. On a trois grands groupes de syncopes. Les syncopes réflexes, apanage du sujet jeune pour les vasovagales, les situationnels. L'hypersensibilité des sinus carotidiens, c'est une syncope réflexe qui se voit beaucoup plus chez le sujet âgé. Ensuite, vous avez l'hypotension orthostatique, soit par hypovolémie, diarrhée, hémorragie, médicaments, ou par atteinte du système nerveux autonome. Et le troisième groupe, qui est les syncopes d'origine cardiaque, par arythmie ou cardiopathie. Alors, vous avez vu, c'est un truc de cardiologue. C'est typiquement, normalement, c'est un syndrome qui devrait être évalué et pris en charge par le cardiologue, sauf que c'est un motif très fréquent de consultation en neurologie. Et donc, en tant que neurologue, nous devons bien connaître les signes cliniques, les diagnostics différentiels, qui sont des diagnostics différentiels de neurologie, le bilan à faire par le neurologue, les situations où il faut adresser en urgence et les traitements à commencer en attendant la consultation cardio. Alors, les signes cliniques pour commencer, il faut faire un interrogatoire quasi policier pour le patient et les témoins. Donc, ça commence par les circonstances de survenue avec notamment la position. Est-ce que c'était en position couchée? Ça évoque beaucoup plus des syncopes graves d'origine cardiaque, en position assise ou en position debout. L'activité que le patient faisait au moment de l'apparition de la syncope, est-ce que c'était lors du repos, au changement de position, pendant ou après un effort de toux, de défécation, de miction. Les facteurs déclenchants, endroit bondé, surchauffé, la station debout prolongée, là aussi, en postprandial, en cas de peur ou de forte émotion. Alors ensuite, les prodromes, ça dure entre 30 secondes à plusieurs minutes avant la survenue de la perte de connaissance. Et là, on a des troubles digestifs, frissons, sueur. On peut avoir soit des bouffées de chaleur, soit à l'inverse, des sensations de froid. Troubles visuels, typiquement, c'est un assombrissement progressif du champ visuel. On peut avoir des acouphènes, des palpitations, tachycardie. Pour ce qui est de la coloration de la peau, c'est soit pâleur, soit rougeur, soit cyanose. Et le patient peut avoir une agitation avec une difficulté à se concentrer. Alors, si le patient ne se met pas en position couchée ou qui fait des manœuvres pour contrecarrer tout ça, on va avoir l'hypovolémie qui va continuer à s'aggraver avec des signes d'ischémie rétinienne, assombrissement du champ visuel, encore plus perte de la vision. Ça commence par une perte de la vision des couleurs. Et puis ensuite, une perte de connaissance par défaut de perfusion de la substance réticulée ascendante. Alors, la phase prodromale n'est pas constamment rapportée. Un tiers des patients ne vont pas rapporter qu'ils font des signes prodromaux. Et dans ces situations, surtout quand ça survient chez le sujet âgé, attention, se méfier des arythmies ventriculaires.
La perte de connaissance, typiquement, elle est de courte durée. Donc, dans la plupart des études, ça tourne autour de 12 secondes. Donc, elle est accompagnée d'une chute par hypoperfusion de la substance réticulée. Et la chute, en général, est flasque. Elle peut se faire en bloc ou alors une chute avec extension des membres inférieurs. Alors, pour parler du reste, pour la suite de la clinique, je vais utiliser une étude allemande. Le papier est assez vieux, il date de 1994, mais l'étude est très intéressante dans le sens où cette équipe a étudié les signes de syncope chez 56 patients. Ce n'étaient pas des patients, en fait, c'était des sujets sains volontaires. Donc, ils ont provoqué des syncopes chez ces personnes et ont observé sur le plan clinique ce que ça fait cliniquement. Parmi ces 59 patients, 56 ont eu donc des symptômes et ils décrivent un peu ce qui se voit. Alors, contrairement à ce que je croyais et à ce qu'on croit en général, la plupart du temps, moi je pensais que dans la syncope, la plupart du temps, le patient tombe et ne fait pas de mouvement. Ça ne constitue que 10% des cas. Patient qui tombe sans mouvement. Alors, on peut avoir une attitude en opistotonose. Les myoclonies. Alors, les myoclonies, dans cette étude, ils constituaient jusqu'à 90% des syncopes. Donc, elles se voyaient dans 90% des syncopes. Et le mécanisme le plus probable est un défaut de perfusion du tronc cérébral. Et typiquement, ce sont des myoclonies multifocales, arythmiques, asymétriques, à la fois proximales et distales, pas comme dans les myoclonies épileptiques. Donc là, la chute avec des mouvements asymétriques, asynchrones, arythmiques. Donc ailleurs, on peut avoir des myoclonies associées à des petites contractions sans mouvement. Ici, donc, on va avoir des myoclonies des membres inférieurs, mais des petites contractions des membres supérieurs qui ne sont pas véritablement des myoclonies. Alors, pour corser les choses, il y a des patients qui présentent des myoclonies symétriques et synchrones. C'est moins fréquent, mais c'est possible. Et là, vous imaginez, myoclonie bilatérale, symétrique synchrone, ça peut facilement faire évoquer le diagnostic de crise épileptique. Les myoclonies peuvent parfois être très amples. Donc, je rappelle que ce sont des sujets sains chez qui la syncope a été provoquée. Ailleurs, on peut avoir des attitudes en extension, d'autres mouvements moteurs. Donc, par exemple, chez cet homme, il va faire une attitude en extension du membre supérieur avec une petite déviation de la tête qui pourrait évoquer une crise épileptique focale motrice. Chez celui-ci, une chute, il redresse la tête, un peu confus, et puis il se touche le nez, comme ce que font les patients après une crise temporale avec un foyer ipsilatéral de la main qui touche le nez. Là, une chute avec un grasping, le patient qui essaie d'attraper quelque chose. Alors, parfois, les patients peuvent essayer de se relever. Donc, ici, la patiente, elle est complètement inconsciente et elle se redresse, elle arrive à s'asseoir. Il y a même des patients qui se lèvent. Typiquement, lors de la perte de connaissance, les yeux sont révulsés, mais on peut avoir des petits mouvements des yeux de droite à gauche pour revenir ensuite à la position primaire. Les vocalisations, 40% des patients font des vocalisations. Donc des gênements, comme ce qu'on voit lors de crises épileptiques. Alors, associé à tout ça, on peut avoir une baisse de la fréquence respiratoire, une respiration profonde, un pouls peu ample, carrément imperceptible.
Et fait important, l'incontinence urinaire se voit chez 25% des cas. Donc, ça ne permet pas d'éliminer, ça ne permet pas de distinguer une syncope d'une crise épileptique. La reprise de la conscience, en général, elle est rapide. En moyenne, ça dure en tout autour de 12 secondes, sauf si le patient a été maintenu en position assise. Et attention ici à la syncope qui survient chez un sujet âgé en fauteuil roulant et que la famille va essayer de redresser en remettant en position assise. Donc, ça risque de favoriser l'hypovolémie et donc d'entraîner des accidents vasculaires cérébraux. Typiquement, il n'y a pas de confusion au décours de l'épisode. Alors, le diagnostic différentiel peut se poser avec la cataplexie. Dans la cataplexie, on a des facteurs déclenchants, notamment les fortes émotions. On les retrouve aussi dans les syncopes, donc ça ne permet pas vraiment de distinguer les deux. Par contre, dans la cataplexie, c'est une chute avec abolition du tonus, mais avec une conscience qui est préservée, sans amnésie post-critique ni confusion. Le patient se rappelle très bien qu'il a chuté suite à une émotion et il entend ce qui se passe autour de lui, mais il ne peut pas réagir parce qu'il est complètement paralysé. Voici une jeune femme qui fait une cataplexie. Donc, elle est en train de rigoler, hypotonie. Donc, la chute est progressive dans la cataplexie. Les drop attacks, idem. Ça se voit surtout, par exemple, dans la maladie de Menière. Donc, le patient va avoir un vertige, la chute est brusque, et là aussi, comme pour la cataplexie, il n'y a pas de trouble de la conscience. Les crises épileptiques, les crises atoniques, le problème ne se pose pas beaucoup, parce que les crises atoniques, ça survient chez des enfants dans un contexte particulier, l'encéphalopathie épileptogène. C'est des crises fréquentes, traumatisantes, en général sans prodrome, et comme vous avez marqué ici, la différence par rapport aux syncopes qu'on a vu, il y a un petit mouvement d'extension des bras qui évoque une origine épileptique. Le diagnostic différentiel avec les autres types de crises et les CNEP, là, c'est un véritable problème de diagnostic différentiel. Même au niveau de plusieurs séries dans la littérature, plusieurs syncopes ont été interprétées à tort comme crise épileptique. Vous voyez ici, 65%, 67%, donc ça peut être source d'erreur. La clé du diagnostic, c'est l'interrogatoire. Et l'un des éléments les plus importants, c'est que lors de la syncope, les myoclonies qu'on a vues, tous ces signes moteurs qu'on a vus, ils surviennent quelques secondes après la perte de connaissance. Contrairement à la situation de l'épilepsie, où on va avoir un début des mouvements, alors que le patient est conscient. Là, il a les yeux ouverts, il est conscient. Donc, myoclonie, puis perte de connaissance. Donc là, c'est un élément très important. Dans la syncope, c'est après la perte de connaissance qu'on a les mouvements. L'émission d'urine ne permet pas de différencier les deux. Elle n'est pas typique d'une crise épileptique. Elle peut se voir aussi dans une syncope, donc il faut retenir ça. Par contre, dans les CNEP, beaucoup moins. Vocalisation, idem. On peut l'avoir dans les trois. La morsure de la langue, par contre, reste assez évocatrice de crise épileptique. Typiquement, c'est une morsure latérale de la langue. Donc après, quelqu'un qui fait une syncope et qui tombe sur le visage ou sur le menton, il peut très bien se blesser l'avant de la langue ou les lèvres. Donc toujours chercher la morsure latérale qui est presque pathognomonique de la crise épileptique tonico-clonique généralisée. Petit tableau récapitulatif pour différencier les syncopes, les crises épileptiques et les crises fonctionnelles. Le trigger, l'élément déclenchant, dans la syncope, on en trouve fréquemment, donc orthostatisme, chaleur, stress. Dans les crises épileptiques, c'est rare. On va voir ça surtout dans les crises réflexes, les crises audiogènes, les crises photosensibles ou encore des crises déclenchées par l'hyperpnée. Et dans les crises fonctionnelles, en général, c'est le stress. Pour ce qui est des prodromes dans la syncope, c'est constant. Dans les crises épileptiques, on peut avoir des auras. Et dans les crises fonctionnelles, c'est assez rare. L'installation est progressive dans les syncopes. Elle est assez rapide dans les crises épileptiques et assez rapide, la chute est assez rapide là aussi dans les crises fonctionnelles. Les secousses musculaires fréquentes dans la syncope, et on l'a dit, après la perte de connaissance. Dans la crise épileptique, elles sont constantes. Généralement, elles commencent avant la perte de connaissance. Et dans les crises fonctionnelles, c'est des secousses
qui sont assez prolongés, beaucoup plus prolongés, avec typiquement le patient qui prend des petits temps de pause où il se repose un peu entre les mouvements. L'incontinence urinaire est possible dans les syncopes, elle est fréquente dans les crises épileptiques, elle ne se voit pratiquement pas dans les crises fonctionnelles. Les blessures sont peu fréquentes dans les syncopes, quand le malade a le temps de s'asseoir quand même, il ne se blesse pas. Elle est assez fréquente dans les crises épileptiques, ne se voit presque pas dans les crises fonctionnelles. La confusion post-critique, c'est assez exceptionnel dans la syncope. En général, la reprise de conscience, elle est immédiate, fréquente dans les crises épileptiques et il n'y a pas en général de confusion post-critique dans la crise fonctionnelle. Et puis la récupération qui est rapide dans les syncopes, assez lente dans les crises épileptiques et les crises fonctionnelles. Donc, l'autre signe, en dehors des mouvements tonico-cloniques, l'attitude en opistotonos, dans la crise fonctionnelle, vous avez cette attitude typique lors de la crise en arc de cercle, avec typiquement le patient qui ferme les yeux et qui fait des mouvements de droite à gauche avec la tête. Quand vous regardez les yeux, pour ce qui est de la crise épileptique, typiquement, le patient va soit fixer du regard ou dévier les yeux d'un côté ou les dévier vers le haut, la révulsion des yeux. Dans la syncope, le plus souvent, c'est une révulsion des yeux en haut. Et dans la crise fonctionnelle, c'est le patient qui serre les yeux, qui ne veut pas les ouvrir. Et quand vous essayez de les ouvrir de force, c'est un patient qui fuit le regard. L'examen du patient avec syncope, donc pour revenir, on a parlé de l'interrogatoire. On doit faire un examen neurologique, un examen cardiovasculaire. Si on peut faire un ECG, c'est bien. La recherche d'hypotension orthostatique, c'est quelque chose de très, très important qu'on doit commencer à intégrer dans notre pratique quotidienne, notamment pour les patients avec synucléopathie. Protocole particulier, on allonge le patient 5-10 minutes au calme, on mesure le pouls et la tension artérielle de départ. Et on va mettre le patient en position debout et mesurer le pouls et la tension artérielle plusieurs fois dans les 3 minutes qui suivent. Donc, en général, on peut avoir des hypotensions qui peuvent apparaître dès les 15 premières secondes. Le test sera positif si on a à la fois des signes cliniques de syncope ou de l'hypothymie et une chute de la tension artérielle systolique de plus de 20 mm/Hg, la diastolique de plus de 10. Associé à ça, on prend le pouls et donc en cas d'hypovolémie, il y a tendance à l'accélération du pouls et dans les autres causes neurogènes, le pouls ne s'accélère pas. Alors, en cas de test négatif, ça n'élimine pas le problème d'hypotension orthostatique, il faut refaire le test, surtout le matin. On peut demander une exploration complète du système nerveux autonome, je vais passer. Faut-il demander un EEG? Alors, dans la littérature, c'est contradictoire, mais moi, je pense que non, parce que ça peut être source d'erreur. Bon, j'avais un petit cas clinique, on pourra en discuter tout à l'heure si on a le temps. Donc, on ne va demander un EEG que si on doute vraiment sur l'origine épileptique. Et à ce moment-là, il va falloir enregistrer l'épisode. Donc, ça va être plutôt une vidéo EEG. Si on fait un EEG pour quelqu'un qui fait une syncope, alors qu'est-ce qu'on voit? Là, c'est avant la syncope, on a un rythme de fond qui est rapide, alpha-bêta, une activité musculaire. Là, c'est là qu'il a perdu connaissance. Donc, on a des ondes lentes diffuses de souffrance cérébrale, des artefacts musculaires et des ondes lentes qui persistent en arrière-plan. Et donc, on devine que là, ce sont des artefacts musculaires en rapport avec des myoclonies. Donc, c'est des myoclonies au cours de la syncope convulsive. Alors, on doit connaître les situations à adresser en urgence. C'est quand on a des signes évocateurs d'une cardiopathie associée à la syncope. Il me reste 2 minutes. Oui, je vais y arriver. Pardon. Des précordialgies associées, une syncope qui est apparue lors de l'effort ou en position couchée, des palpitations qui précédaient la syncope. Les antécédents de cardiopathie, là aussi, il faut adresser assez vite. Et si à l'examen, vous trouvez une bradycardie ou une hypotension à moins de 90, là aussi, il faut adresser assez vite. Bien sûr, si on trouve des anomalies à l'ECG, là aussi, ça ne se discute pas. Et puis, on a des situations à faible risque, quand c'est typique, précédé de prodrome, que le patient a déjà eu des choses similaires. Alors, en attendant de voir le cardiologue, qu'est-ce qu'on peut préconiser? Des mesures d'hygiène de vie, hydratation, régime salé, éviter les facteurs déclenchants, réduction ou arrêt des médicaments qui baissent la tension,
Entraînement aux manœuvres de contre-pression, donc il y en a plusieurs. Le hand grip, demander au patient d'apprendre quand il ressent les prodromes à serrer, à croiser les jambes, à se gainer entièrement pour pouvoir augmenter un peu la tension. Et puis les traitements médicamenteux, d'après les dernières recommandations, c'est pas encore très clair pour ce qui est de l'efficacité. Ultérieurement, le patient sera pris en charge par le cardiologue qui continuera les explorations, donc des moins invasives aux plus invasives. Et donc, pour conclure, c'est une affaire de cardiologue, c'est sûr. Donc, avant d'adresser aux confrères cardiologues, il y a du travail à faire en amont. Donc, il faut poser le diagnostic, être sûr d'avoir éliminé les diagnostics différentiels. L'interrogatoire reste la clé du diagnostic. Et puis, si vous avez la chance d'assister à un épisode, c'est vraiment la clé du diagnostic. Le G a très, très peu d'intérêt. Attention, il peut être source d'erreur. Et il faut déceler les situations où le pronostic vital est engagé afin d'adresser rapidement le patient en consultation au cardio. Ouf, c'est bon. Voilà.